Des avantages parfois exorbitants, souvent sans aucun lien avec les performances. C'est le constat d'un rapport de la Cour des comptes sur la politique salariale d'EDF, dévoilé ce matin dans le quotidien Les Échos. Principale cible des sages, les avantages liés à l'emploi des 66 000 salariés, comme le fameux tarif agent. Un abonnement L'aéroport de gratuit ou Dubaï très a inauguré hier un tout nouveau terminal spécialement conçu pour accueillir les Airbus A380. Coût de l'opération près de 3 milliards de dollars pour une surface de plus de 500 000 mètres carrés. Un investissement intéressant pour le pays dont la compagnie Emirates Airlines est à elle seule le plus gros acheteur d'A380 au monde. Le secteur de l'aviation emploie 19% de la population de Dubaï et représente 28% du PIB. Rien que l'an dernier, 56 millions de passagers sont passés par l'aéroport de Dubaï, ce qui en fait le troisième à l'échelle mondiale. Aviation toujours, mais en France cette fois. Le président François Hollande est attendu à la fin de la semaine en Inde pour une visite officielle. 48 heures sur place pour, entre autres, finaliser la vente de 146 avions de type Rafale construits par le groupe Dassault à l'armée de l'air indienne. Un contrat qui est estimé à 12 milliards de dollars. EDF épinglé par la Cour des comptes. Dans son rapport qui doit être publié demain, la Cour des comptes dénonce les avantages dont bénéficient les salariés du groupe, parmi lesquels des abonnements gratuits ou encore des tarifs avantageux. À lui seul, le tarif agent sur les consommations énergétiques représente un manque à gagner de plus de 220 millions d'euros pour l'année 2010. De son côté, EDF se défend et estime que la plupart des avantages dont bénéficient ses salariés ne sont pas si éloignés de ce qui se pratique dans d'autres entreprises françaises. Bienvenue dans Focus Eco, aujourd'hui avec Sandrine Ouri-Aaron et Dan Katarivas. Vous êtes le patron des patrons, en fait, ici, directeur international du patronat israélien. Sandrine, on la connaît. Depuis le temps, vous êtes PDG de Asia Asset Management, gestion de portefeuille. On va s'occuper aujourd'hui un petit peu plus du technique. Après les élections, comment les marchés ont réagi? Ça fait une semaine que les élections sont passées. Réaction des marchés. Bonne réaction des marchés, on était dans le vert. Bon, c'est vrai qu'on est dans le vert dans à peu près partout dans le monde, mais en Israël, on a bien réagi aux élections parce que, en fait, le fait que Lapid ait reçu 19 mandats, ça a plu au marché, en se disant qu'il va y avoir un vrai débat sur le budget, sur les dépenses, et évidemment, les marchés aiment ça. Donc, mais Lapid qui voulait normalement, c'est ça sa campagne, faire plus d'efforts sociaux, etc., ça plaît au marché ? Ça plaît au marché quand il y a des discussions au niveau des réformes. On sait qu'il va y avoir des baisses de dépenses, peut-être pas forcément des augmentations d'impôts parce que lui, justement, dans sa campagne, il ne veut pas trop l'augmentation des impôts. Donc tout ça, c'est un climat positif de gens, comme on en parlait à la dernière émission, de gens qui aiment, qui veulent faire du business, qui veulent faire avancer le pays, qui comprennent ce que c'est au niveau business en Israël, qu'est-ce qu'on va donner aux sociétés pour les faire avancer, pour augmenter la compétitivité, etc. Donc oui, ça plaît au marché. Et d'ailleurs, on a vu que le marché action a nettement plus progressé que le marché des obligations. Donc, ce qui veut bien dire que malgré qu'on soit dans l'incertitude au niveau du gouvernemental, etc., quand même, au niveau du marché proprement, on est plus ou moins rassuré. Ces élections ont été positives. Dan Katarivas, quels sont les scénarios possibles pour la coalition à venir et quels seront les effets sur l'économie concrètement? En fait, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure et dans quelles conditions les partis ultra-orthodoxes, donc le Shas et Yahadut HaTorah, font partie de la coalition. Parce que ce sont des partis qui sont très axés sur leur électorat, qui veut garantir des budgets pour que ce soit les yeshivot ou justement le secteur, même dans la construction, pour le secteur ultra-orthodoxe, etc. C'est juste là, on veut baisser les dépenses dans et ces là, secteurs-là. On veut essayer d'équilibrer et de répartir les dépenses sur, je dirais, un plus grand public. Donc, une approche sectorielle sera une approche où il y aurait à ce moment-là le Shas et Yahadut HaTorah qui feraient partie du gouvernement. On sait je pense qu'il n'a pas besoin de se départir. Il n'a pas besoin, mais je pense que M. Netanyahu a dit qu'il essayait de former une coalition la plus large. La question de savoir, est-ce qu'ils viendront, eux, non pas en premier, mais dans le deuxième round. Et à ce moment-là, il y aura des conditions différentes qui seront posées à ce genre de partis. Donc, à savoir dans quelle mesure leur possibilité d'influencer va être réduite par la création d'un noyau qui est un noyau, comme on disait, plutôt pro-business, puisque et M. Bennett, qui probablement fera partie de la coalition, et M. Netanyahu et M. Lapid sont des gens qui sont beaucoup plus sont raisonnables et ont une vision libérale de l'économie.
et surtout veulent garantir, je dirais, une croissance pour tout le monde et pas nécessairement servir un secteur très limité. D'accord. Côté l'inflation et côté shekel, Sandrine, où on en est? Je crois qu'on est à 1,6% de l'inflation. Oui. On attend combien de Voilà, on est à 1,6, on s'attend plus aux environs de 2% d'inflation, ce qui est vraiment très correct par rapport à ce qu'on a connu en Israël, et qui quand même, on n'est pas à 0% d'inflation, il y aurait une stagnation. Donc c'est quand même un niveau d'inflation qui permet une croissance qui est bonne pour le marché. Je pense qu'on va rester à ces niveaux-là. Et le shekel est plutôt stable en ce moment, non? Plutôt stable. L'euro monte, mais vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis du dollar, voilà. Le shekel, ça va? Ça va pas tellement, justement, parce que le problème, c'est une peu plus la compétitivité, puisque les exportateurs israéliens vendent leurs produits à l'étranger, reçoivent moins de shekels pour ce qu'ils vendent. Donc il est trop fort. Il est trop fort, et les dépenses à l'intérieur continuent à augmenter en shekels, ce qui fait que la compétitivité, ce qui leur reste en poche, est diminuée. Donc là, il faut essayer de trouver un équilibre un peu différent. Affaiblir le shekel. Je pense que ça serait une bonne chose. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend où on se positionne, la venue du gaz sur le marché israélien va avoir un effet, au contraire, de ce qu'on risque d'avoir, ce qu'on appelle la maladie néerlandaise, ce qui est justement un afflux de devises qui va faire qu'en fait, le shekel va encore une fois se renforcer. Donc là aussi, il y a un problème. D'ailleurs, je pense qu'il veut baisser encore les taux d'intérêt. Alors là, au mois de février, donc il n'y a pas eu de baisse des taux parce que justement, on a une inflation qui est relativement correcte. On a un taux pour le moment dollar-shekel relativement correct, mais c'est vrai qu'on pense peut-être baisser les taux dans la prochaine décision. Ça va dépendre de ce qui se passe dans le reste du monde. On est dépendant du reste du monde quand même. On est dépendant, mais quel effet ça aurait sur le shekel directement? Le problème, c'est que si on baisse effectivement les taux d'intérêt sur le shekel, on risque d'avoir un shekel plus faible. Donc, il hésite à baisser les taux d'intérêt sur le shekel. Parce que, quelle est l'influence du taux d'intérêt par rapport à la devise? C'est simplement quand quelqu'un a de l'argent, il se dit si je le place en shekel et je peux tourner, j'exagère, je peux toucher 5%, et si je le place en euros, je vais toucher 0%, je préfère l'avoir en shekel. D'un autre côté, quand des taux d'intérêt sont plus bas, cela aide les entreprises israéliennes qui ont des coûts de financement et doivent payer moins d'intérêts et peuvent investir plus. Et là, nous avons besoin également, il y a un problème de crédit pour les petites et moyennes entreprises, et là, nous sommes tout à fait pour une baisse des taux d'intérêt pour justement réduire les coûts financiers aux petites et moyennes entreprises. Est-ce que ça aura un effet sur le particulier? Est-ce que les crédits pour l'immobilier ou autres baisseront également? Alors là, normalement, oui, non? Alors si le taux d'intérêt baisse, forcément, les crédits à taux variable vont baisser. C'est forcément. Ouais. Donc oui, ça aura une influence à ce niveau-là sur les particuliers, mais ça c'est évident. Maintenant, oui. Non, mais là, il faut voir le gros problème finalement également, c'est le problème du logement. Oui. Et la construction pour le logement, qui est un problème numéro 1 aujourd'hui en Israël, qui est le résultat en fait de prix exorbitants, qui sont le résultat non pas d'une bulle immobilière, mais justement de l'offre et la demande, où il n'y a pas assez d'offres et il y a beaucoup trop de demandes. Alors là, il faut également trouver un moyen à remédier à ça, et le prix de l'argent a également un rôle à jouer sur le marché immobilier. Donc là aussi, l'une des priorités du gouvernement devrait être d'essayer de trouver un moyen pour faire baisser, ou en tous les cas arrêter l'augmentation des prix des logements. Là, on espère que le gouvernement, que le Likoud donc, va garder, ce qui est très important pour lui, le ministère du Logement. Parce que du moment où il aura le ministère du Logement... C'est pas le Likoud, pour l'instant c'était Chasse. Donc là, voilà, savoir est-ce que ça va revenir au Likoud ou pas. Donc quand c'était Chasse on en avait parlé dans l'émission sur l'immobilier, quand c'était Chasse qui avait ce ministère entre les mains, Netanyahou, donc le gouvernement avait plus ou moins les mains liées pour baisser. On avait bien dit que beaucoup de terrains en Israël appartiennent à l'État et qu'ils vendent ces terrains, ils donnent ces terrains aux promoteurs extrêmement chers par rapport au reste des terrains, donc il fait que l'immobilier n'arrive pas à baisser. Donc si ce ministère reste aux mains du Likoud, à ce moment-là, Netanyahou sera beaucoup plus libre de faire les réformes dont il parle depuis des années au niveau du logement des terrains en Israël. Pour être concret, hier, j'ai vu un appartement au centre de Tel Aviv, 13 000 € le mètre carré. C'est plus cher qu'à Paris. À Paris, on trouve. Oui, mais vous avez vu ça dépend des quartiers. Vous avez vu le temps qu'il fait ici par rapport à ce qu'il fait à Paris? Ça, c'est vrai. Ça, c'est un beau mot la fin, mais avant, le conseil de Sandrine, à nouveau, comme dans chaque émission, est-ce que cette année, ou est-ce qu'actuellement,
on devrait investir dans les devises. Est-ce que vous conseillez quelque chose par rapport à l'euro, dollar, shekel? C'est à vous. Donc au niveau de l'euro-dollar, moi je suis plutôt positive sur le dollar, même si en fait on a vraiment, chez Asia, on est vraiment entre 1,25 et 1,35. Donc dans ces niveaux-là, on peut essayer de faire de l'arbitrage. Quand on a 1,35, on sait qu'on est quasiment à la limite vers le haut. Quand on a 1,25, pour nous, on est quasiment à la limite vers le bas. Donc jouer entre ce 1,25 et 1,35, en faisant très très attention. On n'oublie pas que jouer sur les devises, c'est de la spéculation. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette émission. On se revoit demain pour un autre Focus Eco. Restez avec nous.